D'une certaine façon, c'est une situation très tragique. Mais c'est aussi une bénédiction pour Seita qui peut essayer de se construire un paradis rien que pour eux deux. C'est comme ça que le romancier à l'origine du Tombeau des Lucioles décrit son œuvre, et Takahata, le réalisateur du film, lui dira de son côté qu'il n'a jamais voulu faire pleurer son audience, et qu'il aurait aimé que le public prenne plus de recul sur l'histoire qu'il aurait racontée, et une vision beaucoup plus objective. Et d'ailleurs, s'il avait voulu raconter une histoire triste, il y a plein d'autres endroits au Japon avec des histoires bien plus terribles. Ici, il s'agit d'une version très romancée de la guerre que certains qualifieront presque de conte de fées, et d'autres diront que ça ressemble bien plus à une romance qu'à un film de guerre. D'ailleurs, son réalisateur dira qu'il ne s'agit pas d'un film anti-guerre, mais bien plus d'une critique de la jeune génération, de son égoïsme et de la fuite du réel. Et ça, il nous le dit très bien assez tôt dans le film avec la première métaphore concernant les lucioles. Dans cette scène, Seita montre à Setsuko comment jouer avec des lucioles, mais celle-ci finit par les tuer. Seita lui explique qu'il ne faut pas les serrer trop fort, mais directement après il continue de jouer avec des lucioles, n'étant apparemment pas dérangé par l'idée qu'il pourrait les tuer. Cette métaphore elle revient lorsqu'il va organiser un festival de lucioles dans l'abri, où il va vouloir faire un câlin à Setsuko, mais elle lui dit qu'il la serre trop fort. La scène se finissant alors par l'image d'une luciole qui meurt. De plus, on savait déjà à ce moment-là de l'histoire que les abris ont tendance à avoir un mauvais impact sur la santé de Setsuko. Et d'ailleurs, une des dernières phrases du film nous dit que l'endroit est vraiment magnifique. Ça renforce vraiment cette idée qu'il a juste voulu se construire un paradis pour profiter de la vie pleinement, tout en fuyant la réalité de ceux qui œuvrent pour la reconstruction du Japon. Il préfère vivre dans un abri et espérer que la guerre dure le plus longtemps possible. D'ailleurs, à la fin, il ne se sera même pas rendu compte que la guerre était terminée. Cette vision fantasmée du réel, on peut l'apercevoir dans des détails qui vous auront peut-être échappé. Si on regarde bien les ombres, on remarque qu'elles sont violettes. La violettomanie, c'est un terme qui a été inventé pour décrire le fait que les peintres impressionnistes abusaient du violet dans leurs peintures, eux qui cherchaient à se libérer du réalisme graphique qui était imposé en académie pour l'art, et qui cherchaient surtout à nous faire ressentir des impressions. D'ailleurs, l'impressionnisme se caractérise aussi par la représentation de scènes du quotidien en plein air, ce qui est un thème très important pour le réalisateur Takahata, qui tient absolument à nous montrer dans tous ses films à quel point la nature est belle. En plus, le violet, c'est la couleur opposée du jaune kaki, qui est la couleur principale que l'on voit dans les ruines du film. Ce sont d'ailleurs les deux couleurs qui constituent la tenue du héros, avec cette tenue qui rappelle énormément la poussière, avec juste cette pointe de mauve au niveau de la casquette. Après, on va pas se mentir, Nizo Yamamoto, le directeur artistique du Tombeau des Lucioles, il arrête pas d'essayer de mettre un peu de violet dans toutes ses peintures. Et là, pour le coup, il s'est pas privé, il y a des plans entiers qui sont très mauves. Pour finir, selon Takahata, le réalisateur, c'est vraiment le protagoniste qui est responsable de son sort à la fin. On voit dès le premier plan du film que les gens n'hésitent pas à lui donner de la nourriture gratuitement, et tout au long du film, on ne le voit même pas chercher du travail. Il y a juste cette scène où il va demander un peu d'aide à un agriculteur, et puis immédiatement après, il se décide de lui voler. Alors qu'il avait un toit et des repas équilibrés, il a décidé de partir de la maison qu'il hébergeait. Et même la daronne, qui certes n'a pas toujours été très gentille avec lui, était très gênée de le voir partir, inquiète pour le sort de ses deux orphelins. D'ailleurs, certains diraient que c'est elle la méchante de l'histoire, et d'ailleurs la famille est assez d'accord sur le fait qu'elle n'est pas très gentille. Mais entre nous, dire aux gens d'arrêter de jouer toute la journée dans leur chambre et leur dire d'aller contribuer à la société, c'est vraiment le starter pack de toute daronne. C'est vraiment en ça qu'on voit à quel point le film est une critique de la culture otaku et du fait de rester dans sa chambre. D'autant plus dans un Japon encore très communautaire où celui qui sort du rang est très mal vu. Et pourtant, malgré tout ça, on voit que la société continue à l'aider, même la police prend sa défense et décide d'abandonner toutes les charges contre lui. Alors que Seita lui-même se réjouit des bombardements américains contre la population japonaise qui lui permettent d'aller voler des vêtements. C'est ici une autre métaphore du Tombeau des Lucioles où on voit que pour lui la guerre c'est un peu une occasion de s'échapper du réel, c'est un peu comme une histoire de zombies ou une histoire d'isekai. Cependant la réalité a des conséquences. Une luciole ça vit en moyenne 2 mois, juste un été. Et cet été 1945, beaucoup de choses se sont éteintes au Japon. Alors que beaucoup de Japonais préparaient déjà la reconstruction du Japon, s'est éteint l'espoir de toutes les lucioles japonaises qui croyaient encore à la beauté martiale du Japon impérialiste. Il y a encore plein de choses à dire et plein de choses que j'ai découvert en faisant des recherches pour cette vidéo. Et pour en apprendre plus, je vous recommande vraiment la vidéo de Taking, l'interview de Takahata et de Nozaki, et en général d'aller regarder les documentaires du studio Ghibli.